Dans certaines traditions, perdre son mari ne signifie pas seulement perdre l'amour, mais aussi son humanité. Cette histoire bouleversante révèle jusqu'où la cruauté humaine peut aller au nom des coutumes. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous et likez pour soutenir ces récits qui brisent le silence. Avant que la mort ne frappe à sa porte, Aïcha menait une vie simple, discrète, presque invisible aux yeux du monde. Elle vivait dans le village de Koumbé, un endroit où tout le monde se connaît, où chaque regard juge, où chaque rumeur voyage plus vite que le vent. Aïcha n'était ni riche, ni influente, elle était simplement aimée. Aimée de son mari, Issa, un homme droit, respecté, connu pour son honnêteté et son calme. Ensemble, ils formaient un couple que beaucoup enviaient en silence. Ils avaient rebâti leur foyer avec patience, sans luxe, mais avec une paix rare. Leur maison, faite de briques de terre, résonnait de rires, de prières murmurées à l'aube et d'espoir. Ils étaient rencontrés jeunes. Issa vendait des pièces détachées au marché, Aïcha aidait sa tante à tenir un petit étal de céréales. Leur amour n'avait rien de spectaculaire, mais il était solide. Un amour fait de gestes simples, un repas partagé, une main posée sur l'épaule, un regard rassurant quand la vie devenait lourde. Après leur mariage, Aïcha avait tout donné pour son foyer. Elle se levait avant le soleil, travaillait sans se plaindre, élevait leurs 2 enfants avec douceur. Elle respectait profondément la famille de son mari, même lorsque celle-ci ne lui rendait pas l'appareil. Car dans l'ombre, certaines femmes murmuraient déjà, trop calmes, trop fières, trop différentes. Trop... La mère d'Issa, Mariam N. Ek, avait jamais accepté qu'une étrangère prenne la place centrale dans la vie de son fils. Elle souriait devant lui, mais son regard devenait dur dès qu'Aïcha tournait le dos. Ses sœurs, surtout Fanta, nourrissaient une jalousie brûlante. Pour elle, Aïcha avait volé leur frère. Et surtout, elle vivait dans une maison qui, selon elle, ne lui appartenait pas. Issa tentait d'apaiser les tensions. Il répétait que sa femme était respectable, qu'elle l'avait soutenue quand personne d'autre ne croyait en lui. Mais ses paroles se perdaient dans le poison des traditions et de la rancœur. Malgré tout, Aïcha croyait encore que l'amour suffisait. Elle ignorait que le bonheur attire parfois la haine. Elle ignorait surtout que le destin préparait une épreuve qui allait transformer son deuil en cauchemar et son silence en condamnation. Si cette histoire te touche, abonne-toi dès maintenant et like la vidéo. Ton soutien permet à ces récits d'exister et de briser le silence. La maladie d'Issa ne frappa pas d'un seul coup. Elle s'insinua lentement, presque discrètement, comme un voleur dans la nuit. Au début, ce n'était qu'une fatigue inhabituelle. Issa rentrait du marché plus tôt que d'habitude, le regard éteint, le corps lourd. Aïcha pensa d'abord que c'était le travail, la chaleur, le poids des responsabilités. Mais les jours passèrent, et la fatigue devint faiblesse. Issa mangeait peu, parlait encore moins. Ses nuits étaient agitées, ponctuées de toux sèches et de soupirs étouffés. Aïcha veillait en silence, priant pour que ce ne soit rien de grave. Elle refusait de croire que le mal pouvait s'installer dans leur foyer. Autour d'eux, les regards commencèrent à changer. Au village, on observe tout. Les femmes au puits murmuraient « Il maigrit trop vite ». Avant son mariage, il était fort. Aïcha entendait ces paroles, mais elle les chassait de son esprit. Elle redoublait d'efforts, tisanes traditionnelles, plats chauds, massages, prières nocturnes. Elle faisait tout ce qu'une épouse aimante pouvait faire. Pourtant, chaque matin, Issa semblait un peu plus loin. Quand Aïcha proposa l'hôpital, la famille d'Issa s'y opposa. Ce n'est rien, juste un sort passager. Les médecins coûtent cher et ne comprennent pas nos réalités. Mais derrière ces mots se cachait autre chose. Fanta observait Aïcha avec insistance, un regard lourd, accusateur. Un jour, devant tout le monde, elle lâcha. « Et depuis que mon frère t'a épousé, il ne connaît que le malheur. » Ces mots frappèrent Aïcha comme une gifle. Issa tenta de la défendre, mais sa voix manquait de force. Le poison du soupçon avait été versé, et il commençait à se répandre. La maladie s'aggrava brutalement. Les yeux d'Issa jaunirent, son ventre enfla, ses jambes tremblaient. Cette fois, Aïcha n'attendit plus l'accord de personne. Elle utilisa ses maigres économies et l'emmena à l'hôpital de la ville voisine. Les examens furent longs, coûteux, épuisants. Quand le médecin annonça le diagnostic,
Aïcha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une maladie grave, incertaine, sournoise. Elle serra la main de son mari, refusant de pleurer devant lui. Elle se promit de se battre, coûte que coûte. Mais au village, une autre bataille venait de commencer. Car pour certains, la maladie d'Issa n'était pas un hasard. Elle avait un nom. Et ce nom, c'était Aïcha. La faim arriva un matin sans lumière. Le ciel était lourd, immobile, comme s'il retenait son souffle. Issa respirait difficilement depuis la veille. Chaque inspiration semblait être un combat. Aïcha ne l'avait pas quitté une seule seconde. Elle lui tenait la main, froide et moite, murmurant des prières qu'elle récitait depuis l'enfance. À l'aube, Issa ouvrit les yeux une dernière fois. Il chercha le visage de sa femme, tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Une larme glissa sur sa tempe. Puis son corps se détendit. Le silence s'installa. Un silence si violent qu'Aïcha crut devenir folle. Elle resta là, immobile, incapable de crier. Son monde venait de s'effondrer, mais ses larmes refusaient encore de couler. Quand la nouvelle se répandit, les cris envahirent la maison. Les voisins accoururent, les femmes pleuraient, les hommes murmuraient. La famille d'Issa arriva en trombe. Fanta fut la première à briser le deuil par la haine. On l'a tué. Mon frère ne pouvait pas mourir comme ça. Ces mots traversèrent la cour comme une lame. Tous les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle comprit alors que son malheur ne faisait que commencer. On lui retira le corps de son mari. On lui interdit de le toucher. La veuve doit rester à l'écart jusqu'à la purification. Aïcha obéit. Elle s'assit sur une natte, vêtue de noir, la tête baissée. Autour d'elle, les murmures grossissaient. On parlait de sorcellerie, d'empoisonnement lent, de mal caché derrière un visage doux. Fanta ne s'arrêta plus. Elle cria devant tous. « Cette femme a apporté la mort dans notre famille. » Personne ne la défendit. Même ceux qui connaissaient la bonté d'Aïcha restèrent de silencieux. Par peur, par lâcheté, par respect aveugle des traditions. Les funérailles se préparèrent sans elle. On décidait de tout à sa place. Elle n'était plus une épouse. Elle n'était plus une femme. Elle était devenue une suspecte. La nuit précédant l'enterrement, Aïcha ne dormit pas. Elle regardait ses enfants, blottis l'un contre l'autre, inconscients du drame. Elle se demanda comment expliquer l'inexplicable. Comment survivre quand la douleur se transforme en accusation? Au lever du jour, Fanta fit apporter une calebasse. L'eau à l'intérieur était sombre, trouble. Demain, elle prouvera son innocence. À cet instant précis, Aïcha comprit que la mort d'Issa n'était pas la fin de son calvaire, mais le début d'une épreuve inhumaine, où la tradition devenait une arme, et la foule, un tribunal sans pitié. Le jour des funérailles arriva avec une lourdeur suffocante. Le village entier s'était rassemblé dans la cour familiale. Des visages fermés, des regards curieux, certains compatissants, d'autres déjà condamnateurs. Les tambours funéraires battaient lentement, comme un cœur fatigué. Aïcha fut amenée au centre de la cour. On la fit asseoir à même le sol, sous le soleil brûlant. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses lèvres étaient sèches, son corps tremblait, mais son esprit restait lucide. Elle savait ce qui l'attendait. Elle avait entendu les chuchotements. Elle avait vu la calebasse. Fanta se dressa devant la foule, drapée de noir, les yeux brûlants de colère. Aujourd'hui, la vérité doit sortir. Nos ancêtres ont toujours procédé ainsi. Les femmes âgées s'approchèrent, tenant la calebasse entre leurs mains ridées. L'eau à l'intérieur provenait de la toilette mortuaire d'Issa. Une eau chargée de peur, de symboles et de menaces. Si elle est innocente, rien ne lui arrivera. Si elle ment, la terre la jugera. La foule murmura. Certains filmaient en cachette. D'autres détournèrent les yeux, incapables d'assumer leur silence. Aïcha leva lentement la tête. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Issa était mon mari. Je l'aimais. Je ne boirai pas cette eau. Un cri s'éleva. Elle refuse! Elle est coupable! Les voix se mêlèrent, se durcirent. On l'attrapa par les bras, on la força à s'agenouiller. La calebasse s'approcha de son visage. L'odeur de l'eau la fit frissonner de dégoût et de peur. Aïcha ferma les yeux. Elle pensa à ses enfants. Elle pensa à Issa. Elle pensa que même l'innocence pouvait mourir ce jour-là. Au moment où l'eau allait toucher ses lèvres, une voix puissante fendit la foule.
Arrêtez immédiatement !» Le silence tomba comme une pierre. Tous se retournèrent. À l'entrée de la cour se tenait une femme en uniforme entourée de gendarmes. Son regard était ferme, sa posture imposante. Elle n'avait pas besoin de se présenter. Son autorité parlait pour elle. Elle s'avança, arracha la calebasse des mains des femmes et la renversa sur le sol poussiéreux. Cette scène est une honte. La foule resta figée. Fanta recula, livide. La femme se tourna vers Aïcha, encore à genoux, et lui tendit la main. « Relève-toi. La dignité ne se boit pas dans une calebasse. » Ce jour-là, sous les yeux d'un village entier, la tradition venait d'être défiée. Mais Aïcha ignorait encore que ce geste allait changer sa vie et réveiller une tempête bien plus grande que la haine d'une famille. Après l'intervention des autorités, la cour se vida lentement. Les funérailles se terminèrent dans un silence pesant, sans chant, sans recueillement. Le village avait honte, mais personne ne le disait à voix haute. Aïcha, elle, était vivante, mais brisée. Elle fut conduite hors de la concession familiale avec ses enfants. Aucun membre de la belle famille ne l'accompagna. Fanta la regardait partir avec un mélange de rage et de frustration, comme si on lui avait arraché une victoire qu'elle croyait acquise. Les jours qui suivirent furent les plus difficiles. Aïcha ne pouvait pas retourner dans la maison conjugale. Selon la coutume, elle n'y avait plus sa place. Elle trouva refuge chez une vieille amie de sa mère, dans un quartier éloigné. Une pièce étroite, un matelas au sol, 2 enfants traumatisés, et un silence lourd de questions. Mais le village ne l'oublia pas. Les rumeurs se répandirent encore plus vite. Si elle était vraiment innocente, pourquoi l'État est intervenu? Les autorités protègent toujours les sorcières. Aïcha comprit alors une vérité cruelle. Être sauvée ne signifie pas être acceptée. Elle était désormais marquée. Une veuve. Une femme qui avait osé dire non. Ses enfants commencèrent à souffrir. À l'école, on se moquait d'eux. Votre mère a tué votre père. Chaque soir, Aïcha les serrait contre elle, s'excusant pour une faute qu'elle n'avait jamais commise. Elle pleurait en silence pour ne pas ajouter sa douleur à la leur. Un matin, elle reçut une convocation. Une plainte avait été déposée contre elle pour pratiques mystiques. Elle dut se présenter devant les autorités locales. Encore une fois, elle se retrouva seule face à des regards méfiants. Elle raconta tout, sans crier, sans supplier, avec une dignité qui força le respect de certains. Grâce aux témoignages et aux preuves médicales, l'affaire fut classée. Mais aucune excuse ne suivit. La justice l'avait épargnée, pas la société. Pourtant, quelque chose avait changé en Aïcha. La peur faisait place à une détermination nouvelle. Elle comprit que son silence avait failli la tuer et que sa survie avait un sens. Elle commença à parler, d'abord timidement, puis avec assurance, à d'autres veuves, à des associations, à des femmes qui avaient vécu l'humiliation en silence. Le prix du courage était lourd, mais Aïcha n'était plus seule, et sans le savoir, elle venait d'ouvrir une porte que beaucoup n'osaient même pas regarder. Au début, Aïcha parlait à voix basse, comme si la peur pouvait encore l'entendre. Elle racontait son histoire dans des cours fermés, entre femmes, loin des oreilles indiscrètes, des veuves, des mères, des jeunes épouses inquiètes. Toutes l'écoutaient avec les mêmes yeux, fatiguées, blessées, mais affamées de vérité. Très vite, les témoignages affluèrent. Une femme raconta comment on l'avait rasée de force après la mort de son mari. Une autre expliqua qu'on, elle, avait privé de ses enfants jusqu'à ce que elle prouve son innocence. Certaines avaient bu l'eau de la honte. D'autres n'avaient jamais survécu à l'épreuve. Aïcha comprit que son histoire n'était qu'une goutte dans un océan de souffrance. Une association de défense des droits des femmes entendit parler d'elle. On l'invita à une réunion, puis à une autre. Un jour, on lui demanda de témoigner devant des responsables locaux. Elle hésita. Se montrer, c'était s'exposer. Mais se taire, c'était trahir toutes celles qui n'avaient plus de voix. Le jour de son premier témoignage public, ses mains tremblaient. La salle était pleine. Des journalistes prenaient des notes. Des caméras filmaient. Aïcha raconta tout. La maladie, la mort, l'accusation, la calebasse, le silence de la foule. À la fin,
Personne n'applaudit. Il n'y avait pas de place pour le spectacle. Mais il y avait quelque chose de plus fort. Le choc, le malaise, la prise de conscience. Les images circulèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Plus jamais ça. Les traditions ne doivent pas tuer. Mais avec la visibilité vint la menace. Des messages anonymes arrivèrent. Tu salis nos coutumes. Aïcha eut peur. Une vraie peur. Celle qui serre la gorge. Mais elle continua. Parce qu'elle savait désormais que reculer, c'était mourir une seconde fois. Son nom devint un symbole. Pas par choix, par nécessité. Elle ne parlait plus seulement pour elle, mais pour toutes celles que la tradition avait réduites au silence. Et pendant que sa voix montait, quelque part dans l'ombre, la haine grandissait aussi. Car ceux qui perdent leur pouvoir n'acceptent jamais de le perdre sans frapper. La nuit, Aïcha ne dormait plus vraiment. Même quand la maison était silencieuse, même quand ses enfants respiraient paisiblement, son esprit restait en alerte. Chaque bruit lui semblait suspect. Chaque ombre prenait une forme menaçante. La peur, qu'elle croyait avoir vaincue, était revenue, plus sournoise. Les menaces se firent plus précises. Des inconnus l'attendaient parfois près de son lieu de travail associatif. « Tu vas trop loin. Une femme ne défie pas les anciens. » Un soir, en rentrant, elle trouva la porte de sa maison forcée. Rien n'avait été volé. C'était un message. Aïcha s'assit sur le sol, le cœur battant, réalisant que sa parole avait un prix plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Ses enfants commencèrent à poser des questions. « Maman, pourquoi des gens nous détestent ?» Elle ne sut que répondre. Comment expliquer la haine née de la peur de perdre un pouvoir injuste ? Les autorités lui proposèrent une protection temporaire. Elle hésita. Accepter, c'était admettre que le danger était réel. Refuser, c'était mettre ses enfants en péril. Elle accepta. 2 hommes en uniforme devinrent l'ombre silencieuse de sa vie. Dans le village de Koumbé, la colère montait. Certains anciens se sentaient humiliés. Pour eux, Aïcha était devenue une traîtresse. Une femme qui livrait leurs secrets au monde extérieur. Fanta, elle, ne parlait plus en public. Mais son silence était plus inquiétant que ses cris d'autrefois. Un soir, lors d'une réunion communautaire, un homme osa dire à voix haute « Si on laisse cette femme continuer, nos traditions mourront. » Aïcha comprit alors que ce combat dépassait sa personne. Il opposait 2 mondes, celui de la dignité humaine et celui de la peur déguisée en tradition. Malgré la terreur, elle continua à témoigner. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne se brisait plus. Chaque mot était une victoire contre ceux qui voulaient la réduire au silence. Mais dans l'ombre, quelque chose se préparait. Un événement qui allait bouleverser l'équilibre fragile entre justice et vengeance et pousser cette histoire vers son dénouement. Le basculement se produisit un matin ordinaire. La radio nationale interrompit ses programmes pour annoncer une nouvelle qui secoua tout le pays. Une réforme venait d'être adoptée. Désormais, toute pratique coutumière portant atteinte à la dignité des veuves serait considérée comme un crime. Dans la petite maison où elle vivait, Aïcha écoutait, immobile. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho irréel. Elle pensa à Issa, à la calebasse, à cette eau qu'on avait voulu lui faire boire pour prouver une innocence qui n'avait jamais été salie. Son combat n'avait pas été vain. Les médias revinrent vers elle. On la qualifia de symbole. Elle n'aimait pas ce mot. Elle ne s'était jamais battue pour devenir un visage public. Elle s'était battue pour survivre, pour que ses enfants grandissent sans honte. À Koumbé, les regards changèrent. Lentement. Certains baissaient les yeux quand ils la croisaient. D'autres murmuraient des excuses maladroites. Fanta, elle, disparut du village peu après. Certains parlaient de maladie, d'autres de remords. Personne ne savait vraiment. Aïcha retourna un jour devant la maison qu'elle avait quittée. Elle ne pleura pas. Elle comprit que ce lieu appartenait au passé. Son avenir était ailleurs, dans les écoles, les associations, les salles où l'on parlait enfin de justice et non de peur. Ses enfants souriaient de nouveau. Ils marchèrent la tête haute. L'histoire d'Aïcha se transmit de bouche à oreille. Non plus comme un scandale, mais comme un avertissement. Une preuve que le silence tue et que la parole peut sauver. Et si toi qui écoutes cette histoire, tu choisis de ne pas détourner le regard, alors ce combat devient aussi le tien. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi et like la vidéo. Ensemble,
Faisons en sorte que plus jamais une femme ne boive l'eau de la honte.